Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet important. Les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, des structures assez particulières en France. Oui, bonjour. Effectivement, les ESAT, qu'on appelait CAT avant 2005, c'est ça, accueillent des adultes en situation de handicap. Des adultes qui auraient du mal, disons, dans une entreprise classique. C'est ça. Ou même en entreprise adaptée. On parle souvent de personnes à partir de 20 ans, parfois même dès 16 ans, pour qui le rythme ou les exigences du milieu ordinaire sont trop complexes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un ESAT, ce n'est pas juste un lieu de travail, hein. Il y a une double mission, si j'ai bien compris. Absolument. D'un côté, oui, proposer une activité professionnelle, mais une activité adaptée, bien sûr, et de l'autre, et c'est vraiment clé, il y a tout un soutien médico-social et éducatif. C'est-à-dire, concrètement. Ça veut dire la présence de psychologues, d'éducateurs spécialisés, toute une équipe pour accompagner la personne dans son développement, son autonomie. Certains proposent même un hébergement associé. Ah oui, d'accord, c'est donc un environnement très englobant. Et alors, un point qui m'a interpellée, c'est le statut. On ne parle pas de salarié. Non. Et c'est une distinction fondamentale. Les personnes en ESAT sont considérées comme des usagers d'une structure médico-sociale. Usager, pourquoi ce terme? Parce que l'accent est mis sur l'accompagnement et le projet personnalisé avant la pure relation de travail telle qu'on l'entend dans le code du travail classique. L'objectif, c'est de développer les capacités, l'autonomie Hmm. et de construire un projet qui peut d'ailleurs mener, à terme, vers le milieu ordinaire. Mais ce n'est pas systématique. Ça offre, disons, un cadre plus protecteur, moins soumis à la pression du rendement pur. Je vois. Une protection, mais aussi un tremplin potentiel. Alors, comment est-ce qu'on entre en ESAT? J'imagine que ce n'est pas sur simple demande. Non, en effet, c'est une décision d'orientation qui vient de la CDAPH. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Exactement. Il faut d'abord monter un dossier auprès de la MDPH, la Maison départementale pour les personnes handicapées, qui va évaluer la situation. Et la CDAPH, elle se base sur quoi pour dire oui, l'ESAT, c'est la bonne orientation? Alors, principalement sur la capacité de travail de la personne. Soit elle est estimée à moins d'un tiers de ce qu'on attend d'une personne valide sur le même type de poste. D'accord. Mais avec un potentiel qui peut s'exprimer en ESAT. Soit elle est égale ou supérieure à ce tiers. Mais la personne a besoin d'un accompagnement spécifique, médical, social, psychologique, pour pouvoir travailler. C'est vraiment ça le besoin d'accompagnement. Très clair. Une fois admise, la personne ne signe donc pas un contrat de travail standard. Qu'est-ce qui formalise la relation? Ah, pas de licenciement, c'est une sécurité notable. Mais est-ce que ce statut d'usager donne quand même des droits finalement? Pour les congés, la formation par exemple? Oui, oui, absolument. Ce contrat garantit des droits. Pour les congés, c'est calculé comme pour les salariés, sur la base de 2,5 jours par mois de présence. Il y a aussi l'accès à la formation professionnelle, à la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Ah, la VAE aussi, c'est intéressant. Oui, et bien sûr une rémunération garantie. Justement, il y a eu des changements assez récents, non? En juillet 2024, si je ne me trompe pas, pour approcher un peu les droits. Tout à fait. Des avancées importantes ont été actées. Par exemple, la prise en charge des frais de transport domicile-travail est devenue obligatoire, comme pour les salariés. Mhm. Pareil pour l'accès aux titres restaurants ou aux chèques vacances, sous les mêmes conditions que les autres personnels de l'ESAT. Donc ça tend à gommer certaines Oui, différences. ça réduit l'écart. Il y a aussi maintenant une période d'essai, de 6 mois maximum, qui peut être renouvelée, et un entretien annuel obligatoire pour évaluer les compétences, discuter du projet. D'accord. Et cette rémunération garantie, comment elle est fixée? C'est un SMIC? Non, pas directement. C'est une rémunération garantie, horaire, dont le montant est fixé par décret. Il y a un plancher et un plafond, en gros entre 6,50 € et un peu moins de 13 € de l'heure pour 35 heures maximum par semaine. Et si la personne est en arrêt maladie? Alors là, point important, la rémunération garantie est maintenue intégralement pendant les arrêts maladie qui sont indemnisés par l'assurance maladie. C'est une protection sociale forte. Et est-ce que l'ESAT, c'est forcément une finalité? Ou est-ce qu'il y a des passerelles prévues vers l'emploi ordinaire? Ah oui, tout à fait. Et c'est même un des objectifs pour beaucoup. L'idée n'est pas d'enfermer. Il existe des dispositifs spécifiques pour accompagner les personnes qui souhaitent et peuvent intégrer une entreprise classique. Avec un accompagnement pour la transition? Oui, un accompagnement renforcé. Et il y a une sécurité qui est, je pense, essentielle. Si la personne quitte les SAT pour un emploi ordinaire et que, pour une raison ou une autre, le contrat de travail est rompu, Oui. elle bénéficie d'un droit au retour dans son ESAT d'origine.
Ça permet de tenter l'expérience du milieu ordinaire avec un filet de sécurité. C'est rassurant, effectivement. Bon, je pense qu'on a une image beaucoup plus nette maintenant. Pour résumer, les ESAT, c'est vraiment des structures médico-sociales avant tout. Exactement. Un environnement de travail protégé, oui, mais avec un accompagnement personnalisé très fort, qui vise l'épanouissement et l'autonomie. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Ce statut un peu hybride d'usager entre le soin et le travail, il protège, c'est sûr, mais il pose aussi la question de l'alignement avec les droits communs du travail, non pas? C'est toute la question en effet. Comment trouver le bon équilibre entre cette protection indispensable et l'aspiration légitime à une citoyenneté professionnelle la plus complète possible? C'est un débat continu et un vrai enjeu pour l'inclusion dans notre société. Un équilibre à suivre donc. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.